Une étoile montante, un enfant à naître, une nuit d'été à Hollywood, et puis le silence, le sang, l'horreur. Ce n'était pas un meurtre, c'était un rituel, un avertissement. Et derrière, un homme qui n'a jamais levé la main, mais a tout orchestré. 8 août 1969, 10050 Cielo Drive. Ce soir-là, Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel et Linda Kasabian montèrent dans une voiture sur ordre de Manson. Leur mission n'était pas seulement de tuer, mais de terrifier, de forcer le monde à prêter attention. Leur cible, la maison au 10050 Cielo Drive, une propriété privée enveloppée de lierre, nichée dans les collines de Benedict Canyon. Elle avait appartenu à Terry Melcher, le producteur musical qui avait rejeté Manson. Elle était désormais louée par Sharon Tate, une actrice de 26 ans, belle et prometteuse, en pleine ascension à Hollywood. Elle était mariée au réalisateur Roman Polanski, célèbre pour Rosemary's Baby, mais il était en Europe pour un tournage. Sharon était enceinte de près de 9 mois. Ce soir-là, elle était chez elle avec 3 amis proches. Jay Sebring, 35 ans, son ex-amant et coiffeur renommé Abigail Folger, 25 ans, mondaine et héritière du café Folgers, Wojciech Frykowski, 32 ans, écrivain polonais et compagnon d'Abigail peu, avant minuit. Steven Parent, un jeune de 18 ans venu rendre visite au gardien de la propriété, fut la première victime. En reculant sa voiture, il fut arrêté par Tex Watson qui lui tira dessus 4 fois, sans hésiter. Les 2 dernières balles furent tirées à bout portant. Steven mourut affalé sur le volant, son sang maculant l'habitacle. Les tueurs escaladèrent le portail et pénétrèrent dans la maison. À l'intérieur, les 4 amis se détendaient. Il était tard. La musique était douce. La maison était chaude. Puis l'horreur commença. Tex fit irruption, brandissant un revolver. Les autres le suivirent. Les victimes furent rassemblées dans le salon. Watson déclara « Je suis le diable, et je suis ici pour faire le travail du diable ». Ils attachèrent Sharon et Jay ensemble par le cou, avec une corde suspendue à une poutre. Frykowski et Abigail furent ligotés séparément. Susan Atkins faisait le guet, chantant des phrases délirantes sur la mort et les cochons. La panique s'installa. Jay Sebring demanda qu'on détache Sharon. « Elle est enceinte », supplia-t-il. Pour cela, Tex lui tira dans la poitrine et le poignarda 7 fois. Jay mourut en gémissant sur le tapis. Frykowski tenta de se défendre. Il se libéra et atteignit le porche avant d'être rattrapé. Il fut frappé à coups de crosse jusqu'à ce que son visage se brise, poignardé plus de 50 fois et abattu 2 fois. Le sol était inondé de sang. Abigail s'enfuit. Elle sortit par la porte arrière, pieds nus, hurlant dans la nuit. Mais Krenwinkel la rattrapa sur la pelouse. Elle supplia « J'abandonne. Vous m'avez. Je suis déjà morte. » Mais les coups de couteau ne cessèrent pas. 28 blessures mirent fin à sa vie. Puis ne restait que Sharon, ligotée, ensanglantée, tremblante. Elle pleurait, pas pour elle-même, mais pour son fils à naître. Elle supplia. Elle offrit sa vie si seulement il laissait vivre son bébé. « Je ne veux pas mourir, s'il vous plaît. Laissez-moi avoir mon bébé. Laissez-le vivre, je vous en supplie. » Mais ses supplications furent ignorées. Tex Watson et Susan Atkins la poignardèrent 16 fois, tuant à la fois la mère et l'enfant. Plus tard, Susan trempa une serviette dans le sang de Sharon et écrivit « PIG » sur la porte d'entrée. Vers 2 heures du matin, la maison était silencieuse. La famille partit. Aucun remords, aucun regret. Seulement du sang et du silence. 9 août 1969, 3301 Waverly Drive. Le lendemain soir, Manson exigea plus de sang. Cette fois, il les accompagna, Tex, Krenwinkel et Leslie Van Houten, une jeune femme de 19 ans, encore jamais impliquée dans un meurtre. Manson choisit une maison au hasard, une élégante demeure dans le quartier de Los Feliz, appartenant à Leno LaBianca, 44 ans, dirigeant de supermarché, et à son épouse Rosemary, 38 ans. Leno somnolait dans son fauteuil. Rosemary venait de prendre un somnifère et s'était couchée. Manson et Tex entrèrent de par une porte arrière non verrouillée. Ils réveillèrent Leno et le rassurèrent d'abord. « Nous ne voulons pas vous faire de mal. Nous voulons juste de l'argent.
Mais quand Rosemary fut tirée de son lit, l'horreur s'abattit. Ils les ligotèrent tous les deux avec des cordons de lampe. Manson partit, laissant le reste à ses acolytes. Tex Watson plante un couteau dans l'estomac de Leno à plusieurs reprises. Puis il grava le mot « guerre » dans son abdomen. Il planta une fourchette à découper dans son ventre, qu'il laissa planter, ainsi qu'un couteau à steak enfoncé dans sa gorge et tordu. Rosemary, entendant les cris de son mari, tenta de résister. Elle fut poignardée 41 fois par Van Houten et Krenwinkel. Le sang recouvrit les murs, les draps, le couloir. Après cela, ils écrivirent des messages avec le sang des victimes. Rise, Death to Pigs, Helter Skelter, mal orthographié, puis ils prirent une douche dans la maison, changèrent de vêtements, mangèrent du melon dans le frigo. Calme, froid, sans émotion. Ils repartirent dans la nuit, comme si de rien n'était. Les meurtres provoquèrent une onde de choc à Los Angeles. Au début, les deux crimes ne furent pas reliés. Les meurtres de Tate semblaient rituels, sadiques. Ceux des LaBianca ressemblaient à une invasion de domicile. La police piétinait. Aucune empreinte claire, aucun mobile immédiat. Les médias attisèrent les flammes. Les gros titres parlaient de sectes sataniques, d'orgies de drogue ou de meurtres de vengeance. L'élite de la ville, acteurs, producteurs, musiciens, commença à acheter des armes, à engager des gardes, à verrouiller leurs portails. La génération paix et amour mourut en une nuit. Elle laissa place à la peur. La clé vint de Susan Atkins, arrêtée pour un autre meurtre, celui de Gary Hinman, et qui se vanta en prison des meurtres de Tate. Elle décrivit les scènes avec des détails écœurants. Elle riait en évoquant les supplications de Sharon Tate. Elle affirma avoir goûté le sang. Une codétenue informa son avocat, qui prévint la police de Los Angeles. En décembre 1969, Manson et ses adeptes principaux furent arrêtés. Le procès débuta en juin 1970 et dura plus d'1 an. Un véritable cirque. Manson arriva au tribunal avec une croix gammée gravée sur le front. Ses filles, Krenwinkel, Atkins, Van Houten, ne montrèrent aucun remords. Elles chantaient les chansons de Manson devant le tribunal, scandaient « Charlie est notre père » et se gravèrent un X sur le front. Linda Kasabian, guetteuse ce soir-là, témoigna pour l'accusation avec des détails glaçants. Le tribunal ne vit aucun regret. Seulement un groupe de personnes ayant renoncé à la réalité pour suivre la vision d'un seul homme. Le 25 janvier 1971, le verdict tomba, coupable sur tous les chefs d'accusation. Manson et ses partisans furent condamnés à mort. Mais en 1972, la peine de mort fut abolie en Californie. Leurs peines furent commuées en prison à vie. Les victimes furent enterrées. Le sang fut nettoyé. Mais plus rien ne fut jamais comme avant. Sharon Tate, pleine de vie, de promesses et de maternité, devint un symbole de tout ce qui avait été perdu cet été-là. Sa famille, surtout sa mère Doris, devint une fervente défenseur des droits des victimes. Ils affrontèrent les commissions de libération conditionnelle encore et encore pour maintenir les meurtriers derrière les barreaux. Charles Manson mourut en prison en 2017 sans jamais exprimer de remords. Susan Atkins mourut en 2009, refusée à une libération même en phase terminale. Tex Watson se convertit au christianisme en prison, mais y est toujours détenu. Krenwinkel et Van Houten furent maintenus en prison durant des décennies. Van Houten fut finalement libéré en 2023. Linda Kasabian, bénéficiant d'une immunité, disparut de la vie publique. Elle mourut en 2023. Les meurtres de Tate LaBianca ne se sont pas contentés de prendre des vies. Ils ont brisé des illusions. Ils ont mis fin aux années 60 non par un soupir, mais par un hurlement. Derrière les promesses de paix et les paillettes de la célébrité, se cachait la folie, tapie dans l'ombre. Manson n'a pas tué de ses mains. Il a tué avec des idées, avec des mots empoisonnés murmurés sous les étoiles, enrobés de LSD, de paranoïa et de promesses de destinée. Ce qu'il reste, ce sont des histoires, des noms gravés dans la pierre, du sang sur les murs, l'écho des cris sur les parois des canyons, et un avertissement. Le mal ne porte pas toujours un masque. Parfois, il sourit et chante. Sharon Tate n'était pas simplement une actrice. Elle incarnait la beauté, l'espoir, la promesse d'une vie pleine de rêves. À 8 mois de grossesse, elle se préparait à accueillir son premier enfant, une petite vie qu'elle chérissait déjà plus que tout.
Ses mains caressaient tendrement son ventre arrondi, imaginant les rires et les premiers pas de son bébé. Mais cette nuit-là, alors qu'elle se trouvait dans la chaleur de son foyer, entourée de ceux qu'elle aimait, tout a été arraché dans une brutalité indescriptible. Ils sont entrés, masqués par l'ombre, les yeux froids, prêts à effacer tout ce qui était bon. Quand les couteaux ont commencé à pénétrer sa chair, Sharon n'a pas supplié pour sa propre vie. Non, elle a supplié pour son bébé, pour celui qu'elle portait et qui n'avait même pas eu la chance de voir le monde. « Laissez-moi vivre pour lui, laissez-le vivre », a-t-elle murmuré, ces mots emportés par les éclats de la violence qui l'assaillait. Mais rien n'a pu la sauver. Pas de miracle, pas de rédemption, seulement un silence glacé après l'horreur. Ses yeux, pourtant emplis de peur, brillaient encore de l'amour incommensurable d'une mère prête à tout sacrifier.